On va passer à la revue de presse internationale, bien sûr, avec vous. Et on commence par la Turquie, où le gouvernement poursuit sa reprise en main après le putsch avorté de ce week-end. Le gouvernement écrase la tentative de coup d'État, titre le journal Hürriyet, qui annonce que 6000 personnes ont été arrêtées depuis samedi, principalement des militaires et des magistrats, indiquant d'ailleurs que d'autres arrestations vont encore avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent. Le quotidien d'opposition joint ce matin sa voix à l'ensemble de la classe politique turque, j'en parle mon latin, pour dénoncer la tentative de putsch d'une partie de l'armée. Le pire gouvernement civil sera toujours meilleur qu'une administration de coup d'État, écrit Hürriyet, qui rappelle que le gouvernement actuel a été désigné par les urnes et estime que seules de nouvelles élections pourraient mettre un terme à son mandat. Le journal qui annonce la fin de l'ère des coups d'État, des putschs en Turquie, rend hommage au rôle joué dans cette affaire par les médias. Ces mêmes médias dont Hürriyet rappelle qu'ils sont harcelés par Erdogan depuis 14 ans. Ils auraient permis, selon le journal, de contrecarrer la tentative de putsch, dont la mise en échec est aussi expliquée par le manque d'organisation des conspirateurs, dont le journal affirme que le lien avec Fethullah Gülen, le prédicateur chef religieux turc exilé aux États-Unis et pointé du doigt par Erdogan, n'est pas avéré, du moins pour le moment. Recep Tayyip Erdogan, qui finalement pourrait sortir renforcé de cet épisode. C'est l'hypothèse du soir en Belgique qui évoque le putsch qui renforce Erdogan et des mesures drastiques prises dans le sillage de cette tentative de coup d'État qui accentue encore son pouvoir, regrettant que le chef de l'État, qui aurait pu profiter de l'élan citoyen qui lui a sauvé la mise pour retisser des liens avec ceux qui ne sont finalement peut-être pas ses ennemis pour recréer une nation, je cite, semble avoir plutôt opté pour un nettoyage en forme de vengeance, je cite. Et les images de militaires frappés et lynchés par des citoyens courageux, entre guillemets, ne sont que la partie émergée d'un bien sombre iceberg, prévient le soir. Erdogan est plus fort que jamais, confirme L'Orient le Jour, au Liban, qui nuance toutefois, mais son pouvoir reste fragile et les critiques à l'encontre de sa dérive autoritaire persiste en interne comme à l'international. Je cite le quotidien libanais qui montre, on le voit, le président turc en larmes aux obsèques de l'un de ses proches, victime de la tentative de putsch. Erdogan vient d'échapper au destin qui a été celui de Mohamed Morsi en Égypte, relève The Wall Street Journal, et qui s'interroge sur la façon dont le dirigeant va réagir à l'égard de l'opposition, s'il va saisir l'occasion qui se présente pour accroître encore son pouvoir, comme on l'a évoqué, au détriment donc de l'opposition, ou s'il va choisir de construire des ponts avec celle-ci. Le futur de la Turquie va dépendre de la façon dont M. Erdogan va rétribuer la loyauté de ses opposants lors de ces heures où les tanks ont marché, roulé vers Ankara et où les bombes sont tombées sur le Parlement, prévient le journal. Et outre la situation en Turquie, la presse internationale, Hélène, revient également ce matin sur l'attentat de Nice, l'attentat qui a coûté, on le rappelle, la vie à 84 personnes jeudi dernier. Alors que le The Wall Street Journal s'interroge sur la personnalité du tueur, Laouyesh Boulel, décrit comme un homme enclin à des accès de rage étranges, The China Daily évoque un terrorisme domestique devenu le fléau de l'Europe et de la France en particulier. Contrairement à ce qu'indique le journal, Laouyesh Boulel n'était pas franco-tunisien, mais tunisien. Outre cette approximation, le quotidien officiel chinois assure que la police, et le renseignement français sont toujours trop prudents lorsqu'il s'agit de gérer des menaces représentées par les minorités à cause de leur peur de franchir les limites du politiquement correct. Je cite The Guardian, pour sa part, revient sur la polémique soulevée par la droite, on l'a évoqué tout à l'heure, qui accuse le gouvernement de manquer de fermeté face au terrorisme. L'opposition avait respecté une trêve après les attaques de janvier et de novembre. Pas cette fois, écrit le quotidien, qui mentionne l'enquête qui a été publiée ce matin par Le Figaro. Un sondage qui indique que 67% des personnes interrogées disent ne pas faire confiance à l'exécutif pour résoudre le problème du terrorisme. Un mot pour terminer, Hélène, de la convention républicaine qui se tient à partir d'aujourd'hui à Cleveland, dans l'Ohio. D'après USA Today, la ville a pris des mesures de sécurité exceptionnelles dans l'attente de milliers de manifestants, avec près de 5000 policiers, gardes nationaux et agents de la sécurité intérieure mobilisés. Cleveland espère échapper à d'éventuels affrontements entre les pros et anti-Donald Trump,
dont les relations ont encore été mises à vif après la mort de 2 Afro-Américains, celle de 5 policiers à Dallas la semaine dernière, auxquels se sont ajoutés aussi les meurtres de 3 officiers de police à Bâton Rouge en Louisiane. Mobilisation policière, on l'a dit, d'ampleur, mesures drastiques de sécurité, mais quelle cohérence avec le fait que l'État de l'Ohio autorise la libre circulation des armes à feu, y compris dans le périmètre sécurisé du centre-ville. C'est la question de USA Today qui rappelle que seul l'intérieur du Quicken Loan Arena, où Donald Trump devrait être couronné par ses pairs cette semaine, sera interdit aux armes. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse internationale. Je vous dis à demain, il est 9h27 ici à Paris, dans un instant la météo, et puis un nouveau journal, de nouvelles demi-heures d'informations. Paris Direct continue.